Bonsoir Eric, Bonsoir David. merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Eric Salin, tu as un parcours professionnel atypique. Après des années dans la publicité et l'édition, tu es devenu cuisinier. Tu as cuisiné dans différents endroits insolites, de la Tour Eiffel au bateau de croisière de luxe, dans des grands salons, etc. En parallèle de ton activité de cuisinier, tu as découvert le zen et tu le pratiques maintenant depuis plus de 15 ans. Tu as d'ailleurs été ordonné moine zen. Tu as également découvert la pleine conscience. Tu t'es formé à la MBSR, Mindfulness. Basel Stress Réduction. Voilà, très bien. Et tu t'es alors consacré entièrement à la transmission de la méditation laïque. Je crois que tu es impliqué dans la fameuse application de méditation Petit Bambou. Tu as également une activité dans le secteur associatif, puisque tu œuvres avec l'association Mindfulness Solidaire pour proposer des programmes basés sur la méditation à des populations qui en sont très éloignées, que ce soit en prison, dans les CHU, les entreprises d'insertion, les centres de soins et bien d'autres lieux atypiques. En résumé, ta passion, c'est de nourrir les gens, que ce soit sur le plan physique, avec ton talent de cuisinier, ou sur le plan spirituel, avec le partage de la méditation. J'ajouterai également, avant de te laisser la parole pour ajouter des éléments si tu le souhaites, que tu as également un énorme talent de photographe. Pour avoir suivi ton compte Facebook, notamment cet été, j'ai vu que tu as partagé de merveilleux clichés de paysages bretons. Merci. Eric, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à la présentation? Non, écoute, ta présentation est assez juste et assez complète. C'est vrai que c'est vraiment un parcours de vie. En fait, là, maintenant, avec le recul, je m'aperçois que tout ça, ça m'a énormément construit et ça m'a aussi amené à ce que je suis aujourd'hui. Mais ce qui est assez marrant, c'est aussi de cette façon-là que j'envisage justement la vie d'une façon générale. Vraiment cette idée de chemin, en fait, de parcours, de chemin, et que rien n'est jamais figé ni écrit. J'aime beaucoup cette idée-là. Oui, parce que j'imagine que ton chemin, tu ne l'avais pas prévu à l'avance. Ah, pas du tout. Il y a même encore 5-6 ans, tu m'aurais dit que je vivrais en faisant des programmes d'intelligence émotionnelle. Je t'aurais regardé avec des yeux ronds. Non, bien sûr, pas du tout. Non, non, j'ai jamais calculé ça et c'est vrai que j'ai toujours fonctionné à l'instinct et aussi en étant cette notion d'authenticité, elle est aussi importante pour moi. Et notamment, je me souviens des années où je travaillais dans la publicité, où il y avait, c'était dans les années 85, 86, il y avait beaucoup d'argent. Et tu vois, j'avais un poste assez élevé dans un studio de publicité, mais finalement, c'est pas ça qui me nourrissait. Tu parlais de nourrir. Moi, ce qui avait du sens, c'est le métier que j'avais appris à l'école estienne, qui était un métier manuel et vraiment qui était très connecté à ça. Et voilà, au bout de oui, 12-13 ans, je me suis retrouvé. Voilà, le métier avait énormément changé, c'était beaucoup informatisé, ça avait beaucoup moins de sens, hein, puisque c'est des questions aussi que tu poses. Tout ça avait plus de sens pour moi. Donc, ça a été le sujet voilà, d'une réflexion assez longue. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui va me nourrir? Bon, il se trouve que c'est la cuisine. Donc, à l'époque, c'était ça. Tu as parlé de sens là, donc tu m'as tendu une perche, je vais la prendre tout de suite, hein. Première question, Eric, la vie a-t-elle un sens? Oui, bien sûr, elle a un sens. Et comme je te le disais, pour moi, c'est vraiment cette idée de faire un chemin. Quand on me demandait, quand j'étais petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais, je veux être heureux. Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez banal, mais ça m'a toujours tenu à cœur. Et donc, pour moi, le sens de la vie, c'est vraiment d'être authentique par rapport à moi-même. Et plus j'avance sur le chemin, plus je m'aperçois qu'on est souvent assez éloigné de soi-même, hein. On se fuit beaucoup. Alors après, on a tous des façons différentes de fuir, hein. Pour certains, ça va être des addictions. Pour d'autres, ça va être, oui, c'est aussi une forme d'addiction, mais de se noyer dans le travail, dans des choses comme ça, de remplir son agenda, une sorte de fuite en avant, en fait. Et pour moi, le sens de la vie, c'est essentiellement de se reconnecter à soi-même, à qui on est véritablement.
Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Je trouve qu'en plus, plus les choses avancent, là, avec toute cette crise sanitaire, on est beaucoup perdu aussi dans le mental, hein. On rumine beaucoup. Il y a beaucoup d'angoisse aussi, il ne faut pas le nier. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur. Et du coup, ben, on n'est pas vraiment en contact avec soi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que le zen m'a énormément plu. C'est vrai que c'était la première fois il y a 15 ans. Je me suis assis devant le mur et quand je me suis relevé au bout de trois quarts d'heure, j'ai vraiment eu un flash. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait que je cherche depuis des années et des années. Enfin, il n'y a rien de plus simple, s'asseoir devant un mur, c'est tout. Mais Dur, hein. C'est simple, oui, mais c'est dur. Au début, dur, c'est en fait dur. je sais pas ce que je dirais. Je dirais pas forcément que c'est. Oui, c'est dur dans le sens où c'est pas Une quelque chose fois. dont on a l'habitude. Si j'ai essayé une fois, je trouvais ça dur. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai que c'est une pratique assez rugueuse, un peu, enfin, qui peut être vue comme austère. Mais en fait, moi, j'ai vraiment, justement, ça a été l'occasion de me connecter avec soi-même parce qu'en fait, quand tu es assis face au mur, il n'y a pas de fuite, en fait. Ouais. Et tu es vraiment, tu vois, obligé de regarder, de tourner le regard vers l'intérieur et de dire, mais qu'est-ce qui est là, en fait, qu'est-ce qui est présent pour moi? Même si dans le zen, c'est pas forcément formulé comme ça, mais là, moi, je l'ai vécu comme ça et c'est qu'est-ce que je vis vraiment, qui je suis véritablement, qu'est-ce qui se passe là maintenant. Et je trouvais ça extrêmement fort. Ça m'a beaucoup interpellé et ça m'a jamais quitté. En fait, ça fait 15 ans que je pratique. Effectivement, comme tu le disais, je suis devenu moine zen en 2014, donc ça fait déjà aussi quelques années. C'est une pratique voilà, qui donne vraiment du sens à ma vie. C'est dans la lignée des Shimaru, là. De toute façon, il y en a Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis Maître Kosen, qui était un des trois disciples en fait, qui a eu la transmission du Shio après la mort de Maître Deshimaru, qui lui-même est mort assez brutalement. Il n'a pas pu donner la transmission. Donc c'est Niwa Zenji qui est venu en France et qui a dit ben, quels sont voilà, les élèves les plus avancés, les plus proches de Maître Deshimaru. Et il y avait notamment Stéphane Thibault, qui est donc Maître Kosen, que je suis depuis 15 ans. D'accord. Et donc, ouais, pour finir, dans ce sens de la vie, moi vraiment, et ça a été renforcé aussi beaucoup par la méditation de pleine conscience, il y a vraiment cette notion de présence, en fait, d'être là. Hein, c'est ça, c'est que aussi dans le zen, il y a cette notion où on est là. On se pose, on s'assoit, et même dans tout le rituel, il y a vraiment cette notion de présence à soi-même, de conscience, en fait, des choses. Hein, chaque chose que tu le fais pour une raison précise et avec la conscience de tes gestes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mhm. Après, la deuxième chose du sens de la vie, je m'aperçois aussi, plus j'avance, qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de difficultés. Et donc, le sens de ma vie, c'est aussi de m'aider moi, mais d'aider les autres aussi à essayer de traverser tout ça. C'est une des grandes questions que je me suis toujours posée et qui est de plus en plus importante pour moi. C'est comment je peux traverser la vie. On traverse tous des deuils, des maladies, comment je peux traverser ça? Euh, il y a une forme de détachement, et en même temps, détachement, ça ne veut pas dire devenir un caillou. Ouais. C'est simplement, il y a une gestion des émotions, il y a comment je peux être proche de tout ça sans être détruit intérieurement, en fait. Comment je peux être en contact avec cette souffrance sans être complètement affecté. C'est difficile à comprendre ça, je pense, d'un point de vue notamment occidental, cette notion dans le bouddhisme justement de détachement, mais on a tendance à penser détachement, ça veut dire voilà, on n'a plus aucune émotion et je trouve ça compliqué d'appréhender cette notion-là de détachement. Parce qu'il y a quand même il y a un lien d'amour dans tout ce qu'on vit, dans toutes les relations, il y a un lien d'amour. Donc, il n'y a pas enfin, ou alors c'est de l'amour détaché. Je ne sais pas comment. Ouais, cette notion, elle est effectivement assez subtile à comprendre. En fait, moi, je la comprends en tout cas dans ce sens-là. C'est surtout un abandon personnel, un abandon de l'ego, un abandon du corps et de l'esprit. Hein. Maître Deshimaru et Maître Dogen disaient plutôt ça, c'est l'attachement à notre petit moi, à notre petite personnalité, à nos désirs. Voilà, c'est plutôt abandonner ça, c'est se détacher par rapport à ça.
D'accord. Mais on est au contraire complètement en connexion avec ce qui est là autour de nous. Il y a vraiment cette notion de présence qui est pour moi, en tout cas, importante, quoi. Parfait, merci pour cette première réponse. Deuxième question. Dieu pour toi, c'est? Hmm. C'est une bonne question. Euh, c'est vrai que moi, en plus, mes parents étaient athées, j'ai jamais été en connexion avec ça. Ce qui me fait toujours sourire, c'est que finalement, je m'aperçois aussi que je suis connecté à ces notions judéo-chrétiennes de morale, tout simplement parce que je vis en France et que c'est un pays, en tout cas, vraiment d'histoire, avec une histoire judéo-chrétienne forte. Mais c'est vrai que pour moi, ça n'a pas tellement de sens dans le terme Dieu, précisément. Après, il y a la notion d'absolu qui, elle, est importante. Ça, bien sûr, c'est une notion qui est importante. Euh, Et l'absolu pour toi, c'est? Ben, l'absolu, tu parlais de photographie, voilà, pour moi, il y a aussi cette notion très forte de la contemplation, de l'immersion dans la nature. Quelque part, pour moi, Dieu est plus là. Il y a vraiment cette notion de... Et je peux vous penser à l'étymologie, hein, religarer, entrer en relation avec ce qui est essentiel et absolu, et observer la nature, se mettre en lien avec ça. Là, il y a quelque chose qui me dépasse. Et on parlait du zen aussi. Quand tu pratiques la méditation zazen, justement, tu accèdes en fait à une dimension autre que toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu la vision que j'ai. Tu te dépasses toi-même, justement. Il y a un peu ce que je disais là d'abandon. Et du coup, tu es connecté à quelque chose qui est plus grand que toi. Alors, on peut l'appeler de différentes façons. Mais Tu n'as pas de relation personnelle avec ce plus grand que toi. ben, si, justement, au travers de la contemplation ou de la méditation, tu peux te connecter comme ça à quelque chose oui, qui est plus, c'est une dimension en fait supérieure, mais que tu peux vivre en fait à chaque instant. Elle n'est pas Elle n'est pas extérieure à toi, quoi. exactement, tout à fait, et que tu peux vraiment la contacter dans ton quotidien. Il y a vraiment cette notion de se connecter à soi, de regarder à l'intérieur aussi. C'est justement, c'est en fait quand je pense à ça, c'est sortir des modes de fonctionnement automatiques aussi. Hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, où on est très embringué, on est très focalisé, et on n'accède pas justement à toute cette dimension un peu supérieure. On est très, très focus, quoi. Ouais. Merci beaucoup. T'as vu, on a passé la question de Dieu, hein. C'est bon. Oui, oui, oui. Oui. C'est une question où il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais c'est vrai que moi, je suis assez éloigné de ça. Mais c'est une question qui est importante et qui concerne beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses au nom de Dieu, hein, Sûr. des bonnes et des mauvaises. Donc, Tu t'es posé la question, toi, à l'adolescence, ou comme beaucoup de gens, ou tu as traversé l'adolescence sans trop te poser de questions existentielles par rapport à ça? des questions existentielles, oui, mais plus par rapport à des valeurs. D'accord. Tu vois, quel est justement quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'elle a comme valeur, et c'est quoi l'intérêt d'être sur Terre, et c'est quoi quelque part, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est quoi le job, quoi. Mais la notion de Dieu, non, vraiment. Mhm. OK. Comment exprimer ça? Justement, c'était plus des moments de fascination dans la nature, tu vois, je sais pas, un lever de soleil ou qui me, qui me connectait à une expérience qui était vraiment, que je comprenais pas toujours d'ailleurs, qui était grande, mais je me suis pas posé la question à l'époque de ce que Dieu existe, ça non. En tout cas, tu transmets bien ce que tu ressens à travers les photos que tu partages Merci. sur Facebook notamment. C'est assez impressionnant. J'invite tout le monde à aller voir. Troisième question. Après la mort, stop ou encore? Euh,
Là aussi, c'est une vaste question. Tu sais que dans le bouddhisme, en tout cas dans le bouddhisme zen, la notion de réincarnation n'est pas présente. Autant dans le bouddhisme tibétain, voilà, c'est vraiment quelque chose de central. Dans le bouddhisme zen, en tout cas moi, dans ce qu'on m'a transmis, c'est pas quelque chose d'important. C'est plutôt la mort à soi-même qui est mise en valeur, hein, cette notion de renaître en fait sous une nouvelle forme, de prendre différents angles de vue pour voir la réalité aussi sous des formes différentes. Après, la mort, Deshimaru le disait souvent, je pense peut-être tu connais ça, il disait faire zazen, c'est rentrer dans son cercueil. Bon. Il y avait vraiment cette notion de se préparer à la mort, et surtout aussi dans l'interdépendance des choses, hein, cette idée que la mort, en fait, elle est tout le temps présente, elle est présente à chaque instant, tout apparaît, tout disparaît, tout est comme ça complètement impermanent. Donc ça, c'est vraiment, par contre, central dans le bouddhisme. Mais l'après-vie, la vie après la mort, euh, non, c'est pareil, c'est pas quelque chose de... Alors, j'ai plus appris par Thich Nhat Hanh, qui lui a parlé beaucoup de ce sujet-là. Oui. Et surtout sous un angle, moi, qui m'intéressait beaucoup de manifestations et de non-manifestations, d'éléments pour se manifester. Et puis après, il y a un moment où il n'y a plus assez d'éléments, donc il n'y a plus de manifestation, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de mort. Et puis j'aimais beaucoup cette idée aussi de tous les éléments. Il donnait l'exemple de la fleur, hein, où tu vois, pour que la fleur existe, il y a plein d'éléments non-fleurs, comme le soleil, la pluie, le vent, la lune. Voilà, et donc il a une vision très poétique et en même temps très juste de ça. C'est vrai que nous aussi, on a une vision très binaire de la mort. Hein. J'existe, j'existe pas, et pour lui, ça n'a pas tellement de sens en fait, quoi. Cette notion de mort, elle est très, elle est pas pour lui, ça correspond pas à la réalité. En fait, il n'y a pas de mort il n'y a pas de vie et de mort. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, quoi. Je peux te poser une question un peu plus personnelle. Tu as une Oui, famille? T'as une famille ou tu oui, oui, je suis marié, ouais, tout à fait. pratiques Non, le zen? Non, pas du tout. non, D'accord. pas du tout. Ok. Euh, Bon, on va laisser la mort. J'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai que Maître Deshimaru, à l'approche de la mort, il ne le vivait pas très très bien. Je ne sais pas si c'est une légende. J'ai pas d'infos par rapport à ça, mais il y a des fameuses histoires zen, en tout cas, qui courent là-dessus, mais pas spécialement à son propos, plutôt à propos des patriarches, où certains patriarches auraient dit, à la fin de leur vie, auraient poussé un cri, non, je ne veux pas mourir. Et on présente ça sous forme de conte, mais aussi peut-être pour montrer que justement rien n'est jamais fixé. Et c'est pas parce que tu as passé 45 ans ou 50 ans de ta vie à pratiquer la méditation que tu n'as pas peur de la mort. Et puis tu peux être rassuré par rapport à la mort quelques heures avant, et puis à l'instant T où ça se produit, il peut y avoir une difficulté, une peur, bien sûr. Ouais. Mais sur Deshimaru, non, j'ai pas entendu cette histoire-là, quoi. Merci beaucoup. On va passer aux deux questions plus légères. Quatrième question, un personnage spirituel qui t'a marqué. Alors, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que particulièrement le maître Zen Thich Nhat Hanh, en fait, c'est par lui que j'ai commencé. J'étais au village des Pruniers je sais pas, en 99, je crois. Parce que, en fait, j'avais fait de la sophrologie, je suis devenu sophrologue dans les années justement 99-2000. Et je ne sais pas si tu le sais, mais dans la sophrologie, il y a du zen, il y a notamment la pratique du qigong, de la marche, et puis même des pratiques qui sont assez proches de la méditation. Et ça m'avait vraiment donné envie d'aller plus loin. Donc j'avais été au village des Pruniers, et d'une façon assez rigolote. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, donc je faisais du camping. Et puisqu'il y avait déjà quelques chambres à l'époque, et on m'avait dit, mais tu plantes ta tente un peu là où tu veux. Et en fait, le maître avait un petit ermitage, une petite maison, et j'avais planté ma maison, enfin ma tente devant sa maison, en ne sachant pas du tout, sinon j'aurais jamais osé. Et du coup, ben, on se voyait très régulièrement, on allait marcher ensemble, et sa présence m'a énormément marqué en fait.
Et je crois qu'elle m'a beaucoup marqué parce que c'est vraiment quelqu'un qui incarne l'enseignement. En fait, avec lui, il y a pas du tout de triche ou de décalage entre la façon dont il parle, les enseignements qu'il énonce et la façon dont il agit. Il y a vraiment un alignement qui est total et parfait. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et puis vraiment, voilà, cette confiance, cette douceur et en même temps cette présence extrêmement forte. C'est vrai qu'il Et, dégage, il dégage et il rayonne. C'est impressionnant. exactement. Et en fait, la semaine où j'avais été le voir, c'était un enseignement sur la mort, justement. Et il y avait à l'époque beaucoup de familles qui avaient perdu des enfants. Et en fait, il les avait quelque part guéris en une semaine. C'est-à-dire que des gens qui étaient arrivés dans une peine extrêmement profonde, avec beaucoup de tristesse, des pleurs, beaucoup d'angoisse, il arrivait justement à vraiment leur ouvrir l'esprit, à leur parlant de cette notion de non-naissance, de non-mort, et que c'était en fait beaucoup plus... voilà, pour lui, on ne peut pas naître à partir de rien et disparaître et devenir rien. Pour lui, ce n'était pas incompréhensible. Et donc, il transmettait ça aux gens et il les soulageait tellement. Et c'est vrai que ça, pour moi aussi, ça m'a donné vraiment cette envie d'essayer moi-même de comprendre les grands enjeux de la vie et d'essayer aussi de soulager à mon modeste niveau, à essayer d'aider les gens. Et ce que je fais là dans les programmes dont tu parlais avec Mindfulness Solidaire, quelque part, alors c'est beaucoup moins ambitieux, hein, je n'ai pas du tout les qualités du Medzen Thich Nhat Hanh, mais j'essaye finalement de les aider à traverser des choses difficiles qu'on traverse tous. Et pour moi, c'est vraiment une question centrale. Les enseignements, c'est important, et c'est comment je peux les mettre au service de ma vie, comment je peux rendre les choses concrètes pour traverser tout ça, en fait, le plus sereinement possible, avec le plus de douceur possible. Et c'est pas évident. Hein. En fait, je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup de clés qu'on n'a pas. Tu vois, tout le travail sur les émotions, moi, je ne les ai pas apprises à l'école. C'est pas des choses qu'on m'a appris à l'école. Comment gérer voilà, le stress, les émotions, la douleur, la souffrance. Et on se retrouve très démunis, je trouve, par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'apprend pas tout ça à l'école, effectivement. Voilà. Et je trouve que c'est très important finalement de pouvoir, en tout cas, il y a vraiment une possibilité d'aider les gens Mhm. là-dessus. Donc, voilà, le maître Zen Thich Nhat Hanh, et puis tu sais qu'il a écrit énormément de livres qui sont extrêmement inspirants, et j'aime vraiment beaucoup cet homme. Pour les enfants aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup. Cinquième et dernière question. Le livre ou le film, ou les deux, que tu recommanderais à un ami en perte de sens? Eh ben, j'ai choisi un livre en lien avec ce qu'on s'est dit, c'est Il n'y a ni mort ni peur, donc du maître Zen Thich Nhat Hanh. Et je trouve que c'est vraiment un livre extraordinaire. Je l'ai encore recommandé cet après-midi à quelqu'un qui me parlait de deuil. Et alors, bien sûr, c'est quand on est dans la peine, quand vraiment on est dans un deuil, ça paraît toujours un peu peut-être artificiel ou facile. C'est un livre qui est extrêmement profond, que moi j'ai acheté il y a déjà de nombreuses années, que je relis régulièrement, auquel j'essaie de me relier, d'approfondir à chaque fois. Il y a aussi avec Thich Nhat Hanh vraiment cette notion de vision profonde. Et je trouve que ce livre-là vraiment redonne du sens à la vie, justement parce qu'il ouvre une perspective beaucoup plus large finalement voilà, sur l'incarnation, sur notre rôle sur Terre. Et je trouve qu'il donne vraiment des clés qui sont extrêmement précieuses. Parfait, on a fini sur une belle note. Merci beaucoup, Eric. Merci, David. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou on peut arrêter l'entretien ici? Non, on peut arrêter. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait prendre des heures pour parler de tout ça. C'est un peu dur de parler d'une façon comme ça très raccourcie, mais en tout cas, ça m'a obligé un peu à aborder tous ces thèmes et c'est toujours très intéressant d'aborder des questions. Ça aussi, pour moi, c'est important de faire preuve d'ouverture et de curiosité. C'est un élément extrêmement important pour traverser la vie, justement. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup, Eric, et merci aux auditeurs et à très bientôt. Merci. À bientôt.